Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le mercredi 25 juillet 2018. Comme vous le savez probablement, il y a eu un accord qui a été conclu, enfin en tout cas un principe d'accord qui a été conclu entre Trump et Juncker hier soir. Euh, donc voilà, on va voir tout ça en détail. Aujourd'hui, le focus du jour sera le BCE et surtout Mario Draghi, hein. Les taux sont attendus à changer, mais c'est surtout le ton de Mario Draghi concernant le rythme de hausse des taux, qui va être surveillé, et également ses mentions concernant les tensions commerciales, même si voilà depuis hier soir ça semble s'apaiser. Euh, Ce sera des commentaires particulièrement surveillés par les investisseurs. Lors de la dernière, concrètement, réunion monétaire, les membres de la BCE ont créé plutôt un flou en fait concernant la prochaine hausse des taux. Il y a certains membres qui tablaient plutôt pour le second semestre, d'autres qui tablaient pour dès le mois de juillet de l'année prochaine. Donc voilà, maintenant le marché, ce qu'il cherche à savoir, c'est globalement est-ce que la hausse des taux aura lieu au début ou à la fin du second semestre de l'année prochaine. Et donc le ton de Mario Draghi permettra d'avoir un peu plus d'indications, ou en tout cas le marché en profitera pour spéculer là-dessus. Voilà, alors bonjour à tous et à toutes, excusez-moi pour ces 2 petites minutes de retard. Bonjour à vous Thierry, Luc également, Edgy, Gilles, Raymond, Eliane, Hubert, voilà, François, bonjour à vous. Nous sommes le 26 juillet, excusez-moi, vous voyez, j'ai même pas eu le temps, il y a eu tellement de choses à surveiller ce matin que j'ai même pas eu le temps de changer la date. Donc voilà, webinaire du jeudi 26 juillet, excusez-moi. Euh, Excusez-moi pour l'erreur. Tout de suite, l'avertissement les gars sur le risque. Le trading avec effet levier amplifié, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG font exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc on est jeudi. Merci pour me l'avoir dit. Voilà, j'ai oublié de changer sur la première slide, comme vous avez pu constater. Thierry dit merci encore pour hier soir, c'est top ce matin, j'ai fait des essais de poser plusieurs fourchettes et ça marche enfin pour identifier des droits de tendance en unité de jour ou unité 4 heures pour trader après en unité 15 et 5 pour unité trading. Mais écoutez, c'est parfait Thierry. C'est parfait si ce webinaire éducatif vous a été utile. Voici le briefing d'actualité. Donc Jean-Claude Juncker et Donald Trump qui ont annoncé s'être accordés pour aller vers une suppression des droits des tarifs douaniers sur les échanges industriels hors secteur automobile. C'est très important parce que c'est pour cette raison, pour cette mention, qu'il n'y a pas d'appétit pour le risque. Ils sont également accordés sur une réforme, une refonte, si vous avez envie, de l'Organisation mondiale du commerce et l'augmentation des ventes, des exportations américaines de soja et de gaz naturel liquéfié vers l'Europe. Et du côté des États-Unis, eh bien, Donald Trump a annoncé qu'il va repousser une nouvelle hausse des droits de douane le temps que se déroulent les négociations. Parce que pour le moment, ce qu'on a là, c'est qu'un principe d'accord. On n'a pas encore l'accord commercial qui a été signé. Donc, par contre, les importations de soja américain et de gaz naturel liquéfié vont commencer. Eh bien écoutez, le plus rapidement possible. Pardon, les importations, oui, européennes, hein, de soja et de gaz naturel liquéfié, américains, vont commencer normalement assez rapidement. Au niveau du pétrole, on a les cours qui ont progressé pour la troisième séance consécutive, soutenus déjà par la diminution des stocks de pétrole qui ont atteint un plus bas de 3 ans suite au déstockage de plus de 6 millions de barils dans les stocks hier. Et également en raison de la suspension des livraisons de pétrole en mer Rouge due à l'attaque de 2 pétroliers par le mouvement Houthi du Yémen. Les résultats de Facebook hier, vous n'y avez probablement pas manqué hein, si vous êtes sur Twitter. L'action qui a chuté de 20%, qui a même connu un plus bas intraday de 25%, un quart de sa capitalisation boursière. C'est 150 milliards de dollars qui sont envolés hier, suite à des résultats décevants qui ont raté tout simplement les attentes des analystes, surtout le nombre d'utilisateurs quotidiens actifs et les revenus. Voilà, et donc, selon FactSet,
près de 30% des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du second trimestre, avec 86%, 82,6% d'entre elles ayant dépassé les estimations des analystes. Thierry qui nous dit, a priori, il y a l'air d'avoir un très gros problème sur Facebook. Si tu peux nous en dire plus et savoir si ça pourrait avoir un impact sur certains indices US à l'ouverture de 15h30. Alors non, ça a déjà été pricé. Concrètement, l'action Facebook est cotée à Wall Street. Ça a déjà été intégré au marché. Est-ce que c'est inquiétant? Honnêtement, si on se fie à l'analyse technique, pas vraiment. Même si on se fie à l'analyse technique, c'est plutôt le buy the dip qui est plutôt à adopter. Voilà, si on fait abstrait de ces résultats qui peuvent créer des incertitudes sur l'avenir de l'entreprise, etc. Si on se base uniquement sur l'analyse technique, elle est haussière et c'est dans ce sens qu'il faut se positionner. Donc dès qu'on a un pullback, d'après l'analyse technique, il faut plutôt privilégier l'achat au lieu de spéculer sur un effondrement de Facebook. Voici le résumé de la séance américaine des asiatiques et vous pouvez voir que malgré la baisse de 20% Facebook qui est, il me semble, la 5e ou la 4e plus grosse capitalisation boursière mondiale, on a le Nasdaq qui a progressé de 1,38%. Le S&P qui progresse de 0,91, le Dow Jones de 0,68. Le DXY qui a perdu 0,43% hier. Alors, l'accord US entre Juncker et Trump a profité à l'euro. On a une baisse donc du DXY. Ce matin, on a le yen qui progresse, le gold, le Nikkei, le Hang Seng qui sont en recul. Donc on peut voir que ce matin, marché asiatique, ils ont clôturé dans le rouge, les marchés actions. Donc ça suggère plutôt une baisse, plutôt de l'aversion pour le risque. Hausse du yen, baisse des marchés actions ce matin. Donc voilà, on va voir comment les marchés actions européens ouvrent, mais je pense que une petite période d'aversion au risque n'est pas à exclure. Le rendez-vous du jour, vous le savez, c'est la BCE avec Mario Draghi. Donc la décision des taux sera 13h45. À 14h30, il y aura la conférence de presse de Mario Draghi. Dans le même temps, il y aura la balance commerciale américaine qui sera publiée et également les commandes des biens durables. Voilà, commandes des biens durables, balance commerciale, c'est deux statistiques américaines qui seront les plus surveillées. Alors, il va y avoir un énorme problème pour le soja qui OGM. Or, les OGM ont été strictement interdits en Europe, soit par production interne, soit en importation. Donc, le Parlement européen risque de bloquer cet accord avec l'US. On ne rattrape pas un couteau qui tombe, nous dit Luc. Et avant, c'était Thierry. Alors oui, c'est vrai, Thierry. C'est vrai que le soja OGM américain ne va pas forcément rentrer, va pas forcément avoir la possibilité de rentrer en Europe. Donc, voilà, ce sera à surveiller en tout cas. Alors, écoutez, on va commencer par Facebook. On va commencer par l'action Facebook, étant donné que nous en avons parlé. Alors, à mon avis, il y a un problème de cotation. Parce qu'il n'y a pas eu la baisse de 20%. Alors, le plus bas. Alors, c'est très bizarre parce que il n'y a pas eu le 20% sur l'action Facebook, alors qu'elle a perdu de sa valeur. Très bizarre l'erreur de cotation. Je vais retrouver ça dans un petit instant. Ah oui, c'était en après-bourse. Ouais, c'est pour ça. C'était en après-bourse, étant donné que les résultats, c'était après-bourse. Donc, oui, excusez-moi, pardon. Étant donné que les résultats étaient après-bourse, on peut s'attendre à une baisse du Nasdaq, excusez-moi, à l'ouverture des marchés actions américains. J'étais persuadé que la publication s'était faite pendant la séance, mais pas du tout. Donc voilà, c'était bien après bourse la publication de Facebook. C'est-à-dire que Wall Street n'a pas encore intégré cette information au prix et donc voilà. Donc il y a de fortes chances qu'on ait une baisse. Mais donc ça change en rien l'analyse technique qui, bon, vous voyez,
Elle est globalement haussière, hein. C'est analyse technique. On va mettre une moyenne mobile de long terme. Moyenne mobile à 200 périodes. Donc si on fait 20% depuis les prix actuels, vous voyez, en moins 20, on est par là, on est vers la moyenne mobile à 200 jours. Donc vous voyez que ça peut être une opportunité d'achat, cette moyenne mobile. En tout cas, d'un point de vue historique, ça en était plutôt une bonne, hein. Avec la dernière fois que le cours a touché la moyenne mobile, donc on a eu une baisse de 10%, mais par rapport au prix d'entrée, c'est plus 30%. Voilà. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose que le prix atteigne sa moyenne mobile à 200 jours. Bon, donc moi je suis personnellement bullish, hein, sur Facebook. Je ne pense pas que voilà, c'est une information qui est intégrée au prix et donc le marché réagit naturellement à la baisse étant donné que c'était inattendu. Maintenant, est-ce que ça remet en cause la croissance de l'entreprise? Alors certes, la nouvelle réglementation en Europe GDPR va probablement ralentir la croissance, mais je pense pas que ça remette en cause l'avenir de l'entreprise. Et ils vont très probablement trouver des nouveaux relais de croissance. Donc voilà. Pour moi, il n'y a rien d'alertant. Et au contraire, finalement, ces événements permettent de rentrer à un bien meilleur point d'entrée. Parce que quand on a une décote de 20%, c'est intéressant sur une action. Alors juste au niveau de Facebook, rapidement, je vous fais voir les résultats, hein, quelques résultats clés. Alors déjà, vous voyez qu'on a eu un chiffre d'affaires qui a déçu, qui a raté les attentes. 13,32 milliards de dollars contre 13,36 attendus. Par contre, on a un BPA, un bénéfice net par action qui a surpris positivement 1,74 dollars contre 1,72. Le nombre, vous voyez, d'utilisateurs actifs par jour, qui était prévu à 1,48,4 est finalement sorti à 1,47. Et le nombre d'utilisateurs actifs par mois, qui est attendu à 2,25, est ressorti à 2,23. Voilà, donc je vais commencer par le forex, comme vous le savez. Voilà, on a le yen qui domine, donc on a clairement l'appétit. Si on regarde les devises Como, eh bien les devises Como ils sont plutôt en baisse, mis à part le CAD. Pourquoi le CAD? Eh bien parce que voilà, le marché spécule sur un accord de l'ALENA. On a le négociateur mexicain qui se veut optimiste depuis maintenant pas mal de séances. On a également le fait que l'Europe arrive à avoir un accord de principe, en tout cas avec les US. Donc voilà, ça renforce la perspective d'un accord avec les partenaires historiques des États-Unis qui sont le Canada et le Mexique. Donc forcément, il y a une spéculation sur le CAD et sur le peso mexicain. Si vous regardez le peso mexicain, USD MXN, ouais, USD MXN c'est en baisse. Donc on a vraiment le peso mexicain qui surperforme depuis la mi-juin et qui repart à nouveau à la baisse vraiment depuis vous voyez, le début de enfin, pardon, on est en journalier. Alors, je vais mettre sur la plateforme USD MXN, plateforme Pro Real Time, voilà. Vous voyez, on a la baisse depuis le 20 juillet, depuis la semaine, en fait depuis vendredi dernier, on a une baisse. Donc on a le dollar qui sous-performe. Et donc le peso mexicain qui domine. Pareil pour l'USD CAD. L'USD CAD, c'est pareil, on a une baisse. On a le marché qui spécule sur un accord. Et donc il y a une perspective vraiment baissière sur ces deux paires. Si on a un accord qui est trouvé, qui est conclu entre les pays de l'ALENA, l'USD CAD ira rapidement, je pense, rechercher le bas de son canal. Et le peso mexicain, alors, le peso mexicain ira très probablement chercher, alors on va faire une liste technique. Alors on est en mensuel, on se met sur du 12 périodes pour avoir le plus haut plus bas d'un an. Résistance, résistance.
Voilà, donc support. Ouais, je pense que c'est tout pour le moment, hein. Il n'y a pas d'autres supports que je constate, hein, sur les temps. Alors là, on peut mettre une petite résistance. Voilà, donc on va se remettre en journalier. Notre canal à 20 périodes. Et voilà, le peso mexicain et le dollar canadien ont de fortes chances de surperformer en cas d'un accord trouvé dans le cadre de la LENA. Donc là, on voit qu'on a un support à 18 pesos le dollar. On peut tracer une oblique. Voilà. Chercher le point bas. Alors, je vais plutôt prendre ce point. Pourquoi je prends plutôt ce point? Parce que si je prends celui-ci et que je veux tracer un canal, eh bien, vous savez que je dois prendre le sommet entre les deux points qui composent le support. Si je prends le sommet, ça fera ça et le canal ne sera pas forcément très utile. Donc là, du coup, je prends le point bas ici, le point bas, et donc le sommet devient celui-ci. Et là, ça devient beaucoup plus pertinent d'avoir cette droite plutôt qu'un tout petit canal aussi. Voilà, donc peso mexicain, on revient tout simplement en bas du canal, donc vers 18. Ça, c'est du court terme. Et si on casse, eh bien, il faudra s'attendre tout simplement à cette même distance qu'on reporterait. Ça, c'est l'objectif théorique. Donc, en clair, l'objectif théorique en cas de breakout, c'est à peu près cette distance. Donc, vous voyez que ça fait extrêmement bas. C'est vers les 15. D'un point de vue technique, alors, on retrace 61, même plus de 61, d'accord. Bon, donc là, pour ce qui est USDK, USMXN, perspective positive pour l'ALENA, on vient chercher le bas du canal. Alors, on peut retrouver le webinaire éducatif. Alors, je vais le publier sur YouTube, le webinaire éducatif aujourd'hui. Je vais le publier ce matin dès que j'aurai le temps. Alors, Francky nous donne une épaule, tête-épaule sur DXY quand je regardais ça tout de suite. Laure, juste après. Alors, Hubert, très intéressant. Les marges des positions vont tripler ce week-end par rapport à la nouvelle loi. Sais-tu si cette marge augmentera aussi sur les positions ouvertes antérieurement? D'après ce que j'ai lu, ça serait non. Alors, je me suis pas renseigné là-dessus honnêtement, Hubert. Ce que je vous conseillerais, ça serait de regarder sur le site IG et ensuite il y a nouvelle réglementation de l'ESMA. Et là, vous devriez avoir toutes les informations. Si vous avez encore des doutes après ces informations, ce que je vous conseille vraiment, le mieux de faire, c'est d'appeler le service client de votre broker. Voilà, donc je vous envoie ce lien. Quoique celui-ci est peut-être plus pertinent parce qu'il est plus à jour. Je vous envoie les deux liens. Et comme ça, vous aurez probablement l'information. Alors Thierry qui nous dit dans l'email IG, il est précisé que toutes les opérations ouvertes seront concernées. Bon, eh bien écoutez, Hubert, je pense que vous avez la réponse. Après, je sais pas, vous êtes chez quel courtier, mais en tout cas, a priori, c'est le cas. Mais bon, le mieux, vraiment, Hubert, c'est que vous contactiez votre service client, le service client de votre broker. Comme ça, au moins, vous n'aurez aucun doute. Je reviens au vif du sujet. Regardez, ce matin, on regarde donc le yen qui progresse, devise Como et surtout l'AUD qui est en baisse. AUD en baisse parce que, eh bien, on a toujours des tensions présentes entre les États-Unis et la Chine, mais on a également la baisse de l'or. La baisse de l'or et la baisse des métaux industriels, ça fait pression sur l'AUD. Donc l'AUD sous-performe, le yen est haussier, ça veut dire que l'AUD yen ont été plutôt bons
en début de semaine finalement. Souvenez-vous, en début de semaine, c'était vraiment la trade de la semaine, hein, enfin le trade du jour, voilà, la conviction. Et la UDN, vous voyez, repart à la baisse après une petite journée, comment dire, de respiration. Ça repart. Donc il faudrait un creux à nouveau plus bas pour renforcer cette conviction baissière. Donc là, vous voyez, le plus bas, il est ici. Si on a un breakout de ce support à 81,80, eh bien, on aura davantage, enfin, j'aurai davantage de conviction baissière, même si j'en ai déjà assez. Techniquement, c'est très propre, hein. On casse cette oblique, on a la divergence, le RSI qui est dans un momentum bearish, momentum journalier qui repart en momentum bearish. On teste le bas de ce canal. Donc là, on teste, vous voyez, une nouvelle zone de support. Donc si on clôture sous les 82, c'est un puissant signal baissier. Donc voilà, AUDN, conviction toujours baissière, conviction toujours baissière. Donc le yen, les paires en yen hein, qui continuent de fléchir hein, depuis le début de semaine. Hein. Très important de le souligner, regardez l'USD yen. Ça y est, l'USD yen, on a le breakout sous l'oblique. Le RSI qui est sous 50 avec une divergence. Ça y est, l'USD yen, il est parti pour rejoindre eh bien déjà les 110 parce que vous savez que 110 ça c'est un niveau de support très important, c'est sa moyenne mobile à 200 jours, c'est son pivot mensuel, c'est un seuil psychologique, c'est 38% dans cette tendance donc 110 c'est vraiment un énorme niveau de support. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Enfin, à mon avis, c'est vraiment un grand niveau de support. Maintenant, c'est pas pourtant qu'il faut clôturer toutes les positions vendeuses à 110. C'est possible qu'on ait un breakout de ce seuil. Si on en a un, ce sera un puissant signal baissier compte tenu du fait que c'est un gros niveau de support. Donc si le cours arrive à percer ce niveau de support, eh bien ce sera un bon signal bearish. En tout cas là pour le moment, je pense que c'est possible de shorter l'USD yen jusqu'à 110. Voilà, sinon toutes les paires en yen, comme vous le savez, présentent des risques plutôt baissiers. On passe sur les paires majeures avec l'eurodoll. Vous voyez que l'eurodoll ne ressemble pas vraiment à grand chose hein, à court terme. Sur du 4 heures, on a toujours ce canal haussier avec 3 points de contact. Un retour en bas de ce canal serait une opportunité d'achat, mais même le pivot du mois, qui est également le pivot hebdomadaire pour cette semaine, euh, eh bien, semble être un niveau de support assez intéressant. Donc là, l'euro, il est perché à son plus haut de la semaine. Vous voyez là, il est à son plus haut de la semaine. Même son plus haut depuis finalement 2 semaines, hein, puis une dizaine de jours. Donc ça va dépendre du ton de Mario Draghi. Si on a un ton optimiste sur la politique monétaire de la BCE, sur la situation économique de la BCE, parce que c'est surtout ça qui est important, c'est la situation économique de la BCE, de la zone euro, et pour le moment, on a eu une déception sur les chiffres PMI qui ont été publiés en début de semaine, rappelez-vous. Des chiffres PMI vraiment décevants en zone euro. Donc voilà, le taux de Mario Draghi a plus de chances, selon moi, d'être prudent. Donc le risque baissier, à mon sens, domine. Mais je pense pas qu'il va percer les 1,1680. S'il y a un risque baissier, c'est jusqu'à 1,1680, 1,1670, mais je pense pas que ça va aller plus bas. Et par contre, s'il surprend positivement, l'euro, il vient chercher son R1 hebdomadaire. Il vient chercher les 1,1780. Donc voilà, ça va être qui tout double pour l'eurodoll. Le GBP USD, vous voyez qui rebondit hein, depuis les 1,30, donc c'est assez magique comment le cours rebondit depuis qu'il a atteint les 1,30. Vous voyez que c'est vraiment instantané. Il n'y a pas eu de consolidation, il n'y a pas eu de travail, c'est vraiment un très beau rebond qu'on a eu là. Donc, vous savez quoi, je vais tracer les fourchettes d'Andrew juste pour vous faire voir ce qu'on a vu hier. Alors non, c'est pas le cas, pardon. Oui, donc c'est ça. Donc c'est ouais.
sommet. Alors on va prendre ce point. On va le tracer. Alors vous voyez que là c'est pas linéaire, donc ça va pas forcément être facile de tracer la fourchette d'Andrew. Euh, alors on va essayer quand même. Non, là c'est pas possible. À la rigueur ici, vous voyez qu'on a la médiane. On teste une résistance. Bah, de toute façon, en 4 heures, vous voyez qu'on teste la moyenne mobile à 200 périodes. Sur la fourchette d'Andrew, bon, on a quelque chose quand même. On a quelque chose. On a ce canal, hein, ce canal linéaire. Et chaque voyez droite, chaque diagonale représente un niveau de support de résistance. Bref, je ne traite pas avec les fourchettes d'Andrew, mais vous voyez que sur le graphique 4 heures, on teste la moyenne mobile à 200 périodes. C'est un niveau, comme vous savez, cette moyenne mobile à 200 périodes, c'est une moyenne mobile très surveillée par les investisseurs. Prochain niveau de résistance, les 1,3243. Ça me semble possible qu'on vienne chercher ce niveau de prix à court terme. Maintenant, voilà, on a quand même un dollar index Y, faut le savoir, qui est sur support. Rappelez-vous les 80 qu'on avait vu hier, c'est un niveau de support. Donc certes, le DXY a percé ce niveau de support cette nuit, mais c'est plutôt une zone. Vous voyez qu'ici ça a été percé également et ensuite on a eu le rebond. C'est pas parce on a juste un chandelier qui casse qu'on va automatiquement avoir la baisse. D'ailleurs, on peut constater une divergence. Vous voyez, creux. Et si j'utilise l'extension, on voit bien que c'est orienté à la hausse. Donc on a une divergence haussière. Donc voilà, GBP USD, peut-être qu'on va avoir une hausse jusqu'au pivot mensuel, mais on a une hausse du dollar qui est à prendre en compte. Si on a une hausse du dollar, on repart, le GBP USD repart à 1,31. Alors, Eurodoll dans un biseau daily. J'avais également une autre, on m'avait dit également autre chose sur l'Eurodoll. Ah, on m'avait pas du DXY épaule tête épaule. Donc je vais voir ça. L'Eurodoll donc. Biseau en daily. Alors oui, c'est vrai. Biseau en daily. Alors là, mon graphique est, bon, il est assez encombré. Bien encombré, mais regardez. On a un biseau. La cassure donnera la direction de la nouvelle tendance. Donc bien joué pour avoir trouvé ce biseau. Et on m'a dit qu'il y avait une épaule, tête-épaule, donc il me semble que c'est sur du 4 heures. Alors, TXY. DXY, tête, épaule sur DXY et euro-dollar en 4 heures. Belle entrée en perspective. Alors, en 4 heures. Alors, l'épaule, tête, épaule. Ah oui, très belle épaule, tête, épaule. Regardez ici. Épaule, tête, épaule. Dommage que cette épaule n'est pas de la même hauteur que celle-ci. Mais on a une épaule, tête, épaule. L'idéal, ça serait d'avoir des volumes. Est-ce qu'on a les volumes? Oui, on a les volumes. Pourquoi c'est important d'avoir les volumes? Parce que dans une épaule, tête-épaule, on a les volumes qui, au fur et à mesure de la pattern, eh bien, diminuent. Et c'est lorsqu'il y a le breakout qu'on a une hausse des volumes. Et là, donc, on a la ligne de coup qui est ni plus ni moins que le pivot mensuel. Hein. Et eh bien, breakout, le volume n'est pas non plus impressionnant. Donc, ça remet un petit peu en doute ce breakout. Normalement, dans une épaule tête-épaule, on a vraiment des volumes qui sont en baisse et dès qu'on a le breakout, ça monte. Là, ce n'est pas le cas. Là, on a eu une hausse des volumes ici, ce qui est normal. Mais vous voyez qu'en règle générale, normalement, même si on a des hausses, on a des oscillations, finalement,
les volumes de l'épaule, de la première épaule, sont normalement plus grands que la tête et que l'épaule, et que la seconde épaule. À part pour une épaule tête épaule inversée. Bon, donc ça remet un petit peu en cause cette épaule tête épaule, mais en tout cas l'objectif théorique de cette cassure, c'est, donc si on prend, voilà, on prend cette zone, la hauteur qu'on reporte, et vous voyez que ça donne environ les 92,50. Ce qui est finalement ma perspective sur du moyen terme. Moi, sur du moyen terme, j'estime que le dollar va reculer. Donc voilà, je lui donne encore quelques semaines pour rester à ces niveaux-là, 95 points. D'ailleurs, on va regarder la probabilité d'une hausse des taux de la Fed, à combien elle est pricée, cette hausse des taux, enfin cette quatrième hausse des taux, parce qu'on sait qu'il y en aura trois. Maintenant, quel est le pourcentage de 4 hausses des taux? Alors décembre, 65,8. 65,8. Donc 4 hausses des taux ou plus, ça fait 70% de probabilité de 4 hausses des taux ou plus cette année. Donc en clair, septembre et décembre. Et si on regarde d'un point de vue historique, parce que c'est ça le plus important finalement, c'est voir la tendance. Donc on regarde le 225, 250, et là vous voyez que la probabilité continue d'augmenter. Donc on a le marché qui price, qui intègre de plus en plus ce scénario-là. On a un dollar qui du coup se stabilise, parce que finalement les fondamentaux du dollar ne sont pas exceptionnels non plus. Ils sont mieux que la zone euro. On a un taux de chômage extrêmement bas, etc. Mais c'est pas non plus impressionnant. Il y a un an, c'était beaucoup mieux. Voilà, donc les fondamentaux sont bons, mais ne justifient pas le dollar. C'est en tout cas ce que le FMI a dit. Mais donc le dollar se stabilise parce qu'on a le marché finalement qui paye, qui anticipe une hausse des taux et qui donc paye du dollar. Mais plus cette probabilité va augmenter, et plus finalement il y aura de risques de baisse, parce que moins il y aura de facteurs de soutien. Qu'une fois que le marché aura totalement anticipé la hausse des taux, il faudra bien quelque chose d'autre pour justifier l'achat du dollar. S'il n'y a pas d'autre raison, le marché vendra lors de la nouvelle. Donc voilà, finalement, là où on va être décidé, là où on va être fixé s'il y aura 4 hausses des taux ou pas, c'est lors de la hausse des taux de septembre, parce qu'on sait qu'il y en aura une en décembre. C'est presque certain. La Fed, depuis le début de son resserrement monétaire, elle procède à une hausse des taux en décembre. Donc c'est pas écrit dans son règlement, mais on sait qu'il y en aura une en décembre. La question c'est est-ce que, enfin, c'est pas la question, c'est s'il y en a 4, du coup c'est à dire qu'il y en aura une autre avant en septembre. Donc s'il y en a une en septembre finalement, on sait qu'il y en aura une en décembre. Donc voilà. Donc d'ici septembre, à mon avis, le dollar va quand même être assez, je dis pas haussier, mais voilà, ne va pas être dans un bear market. Mais par contre, après, dès que cette probabilité aura atteint 80%, je pense qu'il faudra commencer à s'intéresser aux positions short, parce que la probabilité sera beaucoup trop élevée, il y aura plus assez de moteur. Après, il faudra revoir à ce moment-là, mais dès que cette probabilité atteindra plus de 75%, il faudra vraiment s'intéresser aux positions vendeuses sur le dollar. Voilà, donc au niveau des paires majeures, donc DXY, voilà, moi je suis neutre hein, pour vraiment sur du court terme. Je suis neutre même si voilà, je vois de plus en plus de signaux baissiers, notamment avec le DXY qui clôture sous 50 après cette divergence, ce dollar index, qu'un RSI qui passe sous 50, vous voyez. Donc on a quand même pas mal de signaux bearish. C'est déjà possible finalement techniquement de passer à la vente. C'est déjà possible de passer à la vente. Mais c'est sur du moyen terme, hein, vraiment, parce que là on est sur du journalier, donc faut pas s'attendre à une baisse immédiate. Hein. Faut vraiment s'attendre à un momentum euh, moins important que ce qu'on a connu, enfin que la progression du dollar. Voilà, la baisse devrait se faire, mais de toute façon, vous voyez, jusqu'à septembre, donc ça devrait, on devrait s'orienter à la baisse,
Mais je pense pas que d'ici septembre, le cours soit revenu à 90. Ça m'étonnerait. Alors je passe aux indices. Alors les indices européens qui semblent ouvrir dans le vert, ils semblent ouvrir dans le vert alors que les marchés asiatiques étaient dans le rouge, donc prudence. Alors on a eu un gap haussier. Vous voyez par contre on n'a plus vraiment de hausse. Nouvel échec sous ce plus haut de juillet. Donc tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ce niveau-là, on n'a pas de signal haussier jusqu'à 5500 points. En attendant, vous voyez que on a ces moyennes mobiles qui font office de support, le RSI également. Mais voilà, a priori le marché est satisfait de l'accord, ce qui n'était pas le cas dans un sens asiatique. Mais en tout cas, ça semble cohérent pour l'Europe, étant donné que c'est l'Europe qui est concernée avant tout. On a un euro qui est flat, un euro flat, un pétrole haussier. Donc on a également ça qui soutient les bourses. Ouais. À mon avis, il n'y aura pas de hausse surprenante aujourd'hui sur les marchés actions européens. À part si Draghi se veut dovish. Si c'est dovish, l'euro baissier. Et du coup, les marchés actions bullish. Et en plus, c'est dovish, ça veut dire conditions financières accommodantes et donc les marchés actions en hausse. Surtout le DAX. Moins le CAC 40 parce que le CAC 40 a une pondération un peu plus importante sur les bancaires. Et vous savez que les bancaires sont sous pression à cause de ces taux nuls négatifs. Donc voilà, si on a un ton dovish, je pense que le DAX et l'Eurostoxx 50 seront les plus grands bénéficiaires, surperformeront le CAC 40. Alors, je passe sur le DAX. Le DAX, vous voyez, gap haussier. Donc ça semble assez logique ce gap haussier finalement avec cet accord. Mais on peut voir que le cours a du mal vraiment à, c'est très propre d'un point de vue analyse technique. Le cours a clairement du mal à avancer au-dessus du R1 hebdomadaire. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de cette zone de résistance, on n'a pas de signal haussier jusqu'à 13 000. Et au contraire, le DAX présente un risque baissier. Néanmoins, ce que j'attends pour shorter le DAX en swing, c'est qu'on ait une sortie par le bas de ce canal. Dès qu'on a une sortie par le bas de ce canal, c'est un signal bearish. Voilà que ce canal était tracé avec ses 2 points bas. Ensuite, la parallèle. Et voilà, on a ce canal. Et vous voyez le rebond sur le pivot mensuel. Voilà, donc en clair, le marché qui est compris entre son pivot mensuel et le R1 hebdomadaire. L'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50. On a le canal sorti par le haut du canal. On a un autre canal haussier. Voilà, donc là on a un canal. Retour au pivot hebdomadaire, le rebond, et là on vient chercher le haut du canal. Vous voyez qu'encore une fois on bute au R1 hebdomadaire et au haut du canal. Donc puissant niveau de résistance. Voilà, donc je pense pas qu'on va avoir une grosse progression sur les marchés actions européens aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu le gap haussier, que ça va consolider, voire peut-être baisser, mais voilà, j'ai pas une forte conviction. Enfin, ça va beaucoup dépendre de Draghi, donc c'est compliqué de vous donner un scénario sur les indices européens. Alors, Franck il nous dit chez IG, si on trade avec beaucoup de risques, il serait préférable de fermer vendredi, surtout si nous sommes des traders particuliers, ça ne s'applique pas au compte professionnel. Oui, ça ne s'applique pas au compte professionnel. Hein. Ça ne s'applique pas au compte professionnel.
Alors ici on trade avec beaucoup de risques. Alors si vous voulez dire plutôt avec un fort effet de levier, oui, faudra réduire vos positions vendredi parce qu'à l'ouverture lundi, ça sera les règlements de l'ESMA seront effectifs. Alors je vous rappelle, les propositions de l'ESMA sont en test pendant 3 mois. C'est pas définitif. Il n'y a pas, c'est pas final, c'est pas fixé. C'est 3 mois et ensuite il y aura une période de consultation où vous, trader particulier, serez demandé pour vous aurez la possibilité, excusez-moi, la possibilité de vous exprimer, de vous donner votre commentaire à l'ESMA. Je passe rapidement sur l'or qui nous intéresse énormément en ce moment. L'or, 4 heures. 4 heures, donc on a eu, vous voyez, le test du sommet du plus haut de 20 périodes du début de semaine. On a RSI qui teste 50, donc on est sur un moment délicat. Vous savez que les dernières fois où on a eu le test, on a eu un plus haut de 20 périodes et un RSI au-dessus de 50. Souvenez-vous, on avait eu des beaux signaux baissiers. Donc je ne dis pas par là qu'il faut forcément vendre le cours de l'or ce matin, mais en tout cas le risque baissier me semble beaucoup plus dominant que le risque haussier. Bon, on a le CAD, on a l'AUD qui est sous pression, on a les devises commodities qui sont sous pression. D'ailleurs, je vous invite à lire, si vous tradez l'AUD, si vous tradez le gold, je vous invite à lire mon article sur le dollar australien que j'ai rédigé hier et qui Dow Jones Commodity Index Instrumentary Metals, donc c'est ce que je vous avais montré hier avec l'AUD USD. Et vous voyez que les commodities, eh bien, ont un impact direct sur vraiment sur l'AUD. Donc qui dit baisse des métaux industriels dit baisse du dollar australien. Voilà, donc moi je suis baissier sur l'or et je pense pas qu'on ait fait le point bas, je pense pas qu'on ait connu le point bas. Je vois bien l'or revenir à 1200 $. Le dollar, à mon avis, n'a pas fait son point, enfin, n'a pas dit son dernier mot. Je ne pense pas qu'il a fait son dernier contact des 95 points. Je pense que d'ici les prochaines séances, prochaines semaines, il y a des fortes chances qu'il revienne à 95 points. Je vous rappelle que si la BCE, Mario Draghi et Dovish, ça va profiter au dollar. Et je vous rappelle également que la semaine prochaine, le 1er août, on a la Fed. Donc, on a quand même pas mal de catalyseurs qui arrivent aujourd'hui et lors des prochaines séances. On a le PIB US demain. Donc, on a pas mal de choses quand même qui pourraient faire bouger le dollar. Donc voilà. Moi personnellement, je pense pas qu'on ait fait le point bas sur l'or. Je pense que les 95 points sur le DXY, on va très probablement y revenir d'ici quelques séances courant mois d'août. Voilà, on va y revenir avant de basculer à la baisse. Enfin, je vous fais voir le gaz naturel qui a atteint l'objectif qui avait été donné lorsqu'il y avait eu cette divergence baissière. Rappelez-vous, on avait un signal baissier qui avait été donné le 29 juin et depuis on avait eu la baisse jusqu'au S3 mensuel qui était le premier niveau de support. En tout cas, c'était mon premier objectif personnellement et voilà, on a un rebond depuis, parfait rebond, donc c'est excellent, excellent. Et donc voilà, ça je voulais partager avec vous. Le cuivre, on a un rebond, vous voyez qu'on a un rebond clairement des commodities à court terme, gaz, cuivre, or à peine, parce que l'or il est énormément exposé au dollar. L'argent, vous voyez, rebondit un peu mieux que l'or. Mais bon, à court terme, on a un rebond des commodities. Par contre, dès qu'on aura des nouvelles menaces entre les États-Unis et la Chine, ça repart directement à la baisse. François qui me dit non, l'or 1240, eh bien écoutez, l'or, François, peut-être, je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas, moi personnellement, je trouve le risque baissier beaucoup plus dominant que le potentiel de hausse. Vous voyez que le RSI s'approche de la borne haute de son canal qui fut quand même une bonne zone de résistance. Donc on voit pareil, la moyenne mobile à 20 jours, vous voyez, moyenne mobile à 20 jours, la dernière fois, on a eu un échec. Et là, on s'y approche. Donc voilà, 1240, ça me semble peu probable, mais bon, écoutez, peut-être, hein, pourquoi pas.
Alors, en attendant la consultation des 3 mois, ils vont faire sauter des comptes sympas, nous dit Hubert. Alors, j'espère que non. J'espère que non. Faut juste trader avec forcément moins de levier en fait, c'est ça, hein. Faut trader avec moins de levier. De toute façon, comment dire, on n'a pas de choix. Voilà, donc faut s'adapter. Et en tout cas, j'espère que ça ne fera pas sauter des comptes parce que ça serait bête de de perdre à cause d'une réglementation. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du marché. Moi, je n'ai rien d'autre à rajouter, honnêtement. Alors, j'avais une question sur la S&P, pardon. S&P. Ouais, le futur, hein, S&P, ils sont pas non plus mauvais, hein. Euh, S&P moins 0,02%, Dow Jones plus 0,05%, les techs, Nasdaq moins 0,05. On n'a pas non plus une chute sur les futurs pour le moment. Et là, vous voyez que le S&P arrive en haut de ce canal. Donc, plus il arrive en haut de ce canal, plus le risque baissier domine. Et en fait, il faut surveiller, sur une unité de temps plus faible, en 4 heures par exemple, ce qui se passe à l'approche de ce canal. Parce que là, par exemple, vous voyez, on avait une divergence baissière. Si je prends les prix de clôture, prix de clôture, prix de clôture, vous êtes d'accord, la flèche orientée à la hausse, prix de clôture, de toute façon le RSI c'est que les prix de clôture, orienté à la baisse. Là, pareil, bas du canal, creux creux, creux creux. Voilà, donc vous surveillez en fait sur une unité de temps plus faible. Dès que vous avez un canal sur une unité de temps, vous allez sur une unité de temps plus faible et vous cherchez des signaux. Donc là, plus on s'approche, on va dire du haut du canal, plus il faut surveiller sur du 4 heures, sur du horaire, ce qui se passe d'un point de vue momentum. Voilà. Et est-ce que le Bitcoin 10 000 dollars? Alors non, moi je ne pense pas. Le Bitcoin, vous voyez, qui peine à dépasser son R2 mensuel. On va regarder sur notre graphique. Hop. BTC USD, logarithmique. Voilà, l'oblique. La moyenne mobile en plus à 200 périodes. Forte zone de résistance. Donc là, à mon avis, mon cher François, si on se passe sur du 4 heures, on a toujours cette divergence qui se creuse. Euh, voilà, donc vous savez ce qui se passera si le RSI clôture en dessous de 50. On aura un puissant signal baissier. Bah, donc là, c'est pas plus 35%, mais c'est plus 45. Je vais modifier, je vais actualiser cette donnée. Mais donc là, vous voyez qu'en tout cas, la hausse du prix n'est plus du tout accompagnée par le momentum. Donc ça alerte sur la tendance haussière. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, moi j'ai fait le tour, je n'ai plus rien à rajouter. En clair, un appétit pour le risque plutôt mitigé, en fait plutôt impacté par les résultats de Facebook qui ne sont voilà, Facebook a connu son plus faible taux de croissance depuis depuis que l'action est cotée. Donc voilà, ça a été décevant et c'est pas comme si c'était une petite entreprise Facebook. Facebook c'est un leader qui donne également une température du marché. Donc si Facebook perd 20%, eh bien, on a bien évidemment tous les marchés actions qui sont en aversion pour le risque. Donc c'est pour ça qu'on a une timide hausse malgré l'accord de principe signé entre les États-Unis et et l'Europe. Et d'ailleurs, c'est pour ça en Asie, on a eu une baisse. On n'a pas eu quelque chose de spécifique en Asie qui justifie la baisse. On a simplement eu les résultats de Facebook. Donc voilà, hausse très faible attendue en Europe, voire même un renversement lors de l'ouverture des marchés américains qui n'ont pas pris en compte les mauvais résultats de Facebook, enfin les décevants résultats de Facebook, voilà. Et donc voilà. Et sinon on a Mario Draghi qui est attendu, et en attendant Mario Draghi, l'euro, le dollar devraient tous les deux consolider. Je reste aussi sur le yen, l'AUD qui a devise la plus baissière. Alors regardons à nouveau rapidement si ça a changé. Yen haussier, vous voyez AUD baissier. Donc voilà, les tendances restent les mêmes pardon pour le moment. Et vous voyez que l'euro, le franc, le GBP, les devises européennes, concrètement, elles restent neutres, elles restent inchangées ce matin. Voilà donc pour ce point de marché.
Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Le webinaire éducatif sera disponible en replay dans la journée, plutôt en fin de matinée, je pense. Donc voilà, je fais au plus vite en tout cas. Merci à vous encore pour votre attention, pour votre fidélité. Vous aurez un webinaire avec Yoav Nizar à 13h30. Et voilà, écoutez, ça sera tout. Moi, je vous dis rendez-vous demain pour ma prochaine revue des marchés.